Henri Weber, bonjour et bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député européen et tout nouveau secrétaire national adjoint chargé de la mondialisation à la direction du Parti Socialiste. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes un proche de Benoît Hamon. Alors ça, c'est une plaisanterie de garçon de bain. Je ne sais pas d'où est sorti ce canard-là, mais je suis réputé depuis 25 ans être un proche collaborateur de Laurent Fabius. Voilà. Alors Benoît Hamon est un ami très cher, c'est un collègue et nous bambochons à Strasbourg dans nos longues sessions parlementaires, mais je ne suis pas de son courant. Voilà, il fallait que ces choses-là soient dites. Tout de même, est-ce que vous sentez que la famille socialiste resserre un peu les rangs en ce moment, puisqu'il y a eu l'entrée au Bureau national d'un certain nombre de partisans de Ségolène Royal? Oui, bien sûr, et parce que la situation l'exige, et puis parce que c'est dans la nature. Si vous voulez, les socialistes sont un parti pluraliste depuis le début. C'est un parti qui a 105 ans. Et il est né de la fusion de 5 partis différents, ouvriers, socialistes, révolutionnaires, de l'époque, de 1905. Bon. Bien. Et donc, il porte la pluralité dans ses gènes. Alors souvent, les socialistes se disputent, mais toujours ils se rassemblent. Et on assiste à ce cycle. Bon, après le débat, après la discussion, on a clarifié une orientation, on a désigné une nouvelle direction avec Martine Aubry à sa tête. Et à mon sens, c'est un excellent choix parce que Martine Aubry, non seulement a du savoir-faire et de l'autorité, mais en plus, elle incarne la fibre sociale de la gauche. Toute sa carrière, elle l'a fait dans le social, au ministère du Travail. Elle a été ministre des Affaires sociales et quand elle s'en occupait, la sécurité sociale, ses comptes étaient non seulement équilibrés, mais encore excédentaires. Donc elle a réussi dans ce domaine. Donc c'est un symbole. Alors, pardonnez-moi Henri Weber, mais je sais que vous avez un bon sens de l'histoire en ce qui concerne l'histoire de la gauche et notamment de l'extrême gauche. Et on se dit, à regarder les sondages, par exemple, que le vrai opposant de Nicolas Sarkozy, c'est pas forcément Martine Aubry, c'est plutôt Olivier Besancenot. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Puisque j'ai lu une tribune il y a pas longtemps de vous faisiez une analyse assez précise de tout ce qui collait pas dans cette espèce d'utopie du parti d'Olivier Besancenot. C'est un excellent communicant, il sait très bien se servir de l'ensemble des médias, qui d'ailleurs l'accueillent très volontiers. C'est ce qu'on appelle un bon client, mais on le voit donc beaucoup. Bon. Mais le meilleur opposant, c'est celui qui est capable de proposer une alternative crédible. Bon, proposer, comme le fait Besancenot, le retour rapide à la semaine de 32 heures sur 4 jours en direction d'une semaine de 30, avec une augmentation simultanée de 300 € uniforme pour tous les salariés, parmi de nombreuses autres propositions du même tonneau, ça mettrait le pays sur les flancs pour longtemps, sinon définitivement. Autrement dit, Besancenot incarne la plus extrême modernité sur le plan du langage, du look, de la façon de faire de la politique, mais le plus extrême archaïsme dans le contenu de ses propositions. Alors, il est très sympathique aux Français parce qu'il proteste et parce qu'il va au contact de ceux qui souffrent, et c'est très bien. Mais ces propositions sont chimériques, sont fantaisistes, alors que nous avons proposé, Martine Aubry a proposé, un plan de relance, un véritable plan de relance, qui est à la fois diversifié, c'est-à-dire qu'il implique une relance par l'investissement, mais aussi et au même niveau par la consommation, par le soutien à la demande, et qu'il est à la hauteur, parce que c'est pas un plan de 26 milliards d'euros comme le mini-plan de Nicolas Sarkozy, c'est un plan facilement du double. J'en reviens à notre ami Olivier Besancenot, c'est-à-dire que quand on parle de cogestion des banques, par exemple, c'est intéressant, entre les clients, le personnel, donc c'est bien, mais est-ce que les gens... J'oubliais celle-là, oui. Est-ce que les gens peuvent se dire, il n'y a pas de projet de gouvernement, donc comment vous expliquez cette fascination pour quelque chose qui va dans le mur? Non, parce que les gens se soucient peu du programme de Besancenot. Ils connaissent pas la doctrine de Besancenot. Les 60% qui souhaitent lui voir jouer un rôle important ne sont pas trotskistes. Bon, bien,
pour eux, c'est un symbole. C'est une façon d'exprimer leur inquiétude, leur mécontentement, leur sympathie aussi pour un jeune salarié qui se bat pour une espèce de Gavroche du XXIe siècle. Mais ça n'implique nullement adhésion à ces propositions. Est-ce que ça a un impact sur le Parti socialiste, dans la mesure où, par exemple, Ségolène Royal va à la Guadeloupe et puis elle évoque la Révolution française, enfin les mots ont un sens assez fort dans certaines situations, donc est-ce qu'on est obligé au Parti socialiste de regarder du côté de l'extrême gauche? L'extrême gauche fait partie de la grande famille de la gauche. Il y a toujours eu en France, et il y a place pour une extrême gauche anticapitaliste, révolutionnaire, qui oscille autour de 5 à 12% des voix en fonction des situations et des scrutins. Encore, n'oubliez pas que encore en 1969, le Parti communiste français faisait 21% des voix, et qu'encore en 1981, il faisait 15% des voix. Bon, au moment même où Georges Marchais approuvait l'intervention des Soviétiques en Afghanistan. 15% des voix. Bien, donc, il n'y a là rien de surprenant. Ça fait partie de notre histoire, de notre culture, que d'avoir une extrême gauche anticapitaliste de ce niveau. Son niveau effectif dépend de la capacité des socialistes à assumer, à exprimer la protestation, le mécontentement, la souffrance d'une partie de son électorat et surtout de fixer des perspectives crédibles. Donc vous avez du pain sur la planche, Henri Weber. Parlons de vous. Vous êtes en charge maintenant de la mondialisation au sein de la direction du Parti socialiste. Vous étiez à Belém. Oui. Et est-ce que ça a encore un sens, ce qui se dit, ce qui se passe dans ce genre de forum? Plus que jamais. Dans la mesure où les gens sont tellement inquiets et tellement anxieux justement des effets de la mondialisation. Plus que jamais. Et les grands médias ont peu parlé de ce forum social mondial de Belém parce que c'est passé de mode. Or, il y a eu à Belém non seulement plus de 130 000 participants représentant 8 500 associations. C'est ça Belém. Belém, c'est un grand forum des ONG, des grandes associations humanitaires, caritatives, de développement du Sud, et aussi des syndicats. Bon. Autrement dit, c'est une représentation de ce qu'on appelle la société civile. Qu'est-ce qui fait l'unité de cette extrême diversité? C'est l'idée que les impératifs du libre commerce, les impératifs de la libre circulation du capital, doivent passer après un certain nombre de considérations, comme le respect des droits élémentaires des salariés, le respect de l'accès à la santé, la défense de l'environnement, d'un développement durable. Bon, tout ça est général, mais c'est tout de même, au fond, pour le dire clairement, une orientation, une pensée qui est profondément anti-libérale économique, au sens économique du terme. Mais est-ce que, je reviens à ma question, enfin, est-ce que cette alternative est audible dans une période où les gens craignent pour le lendemain ? Oui, je crois, parce que cette force sociale considérable, parce qu'il s'agit de centaines de milliers et même de millions de militants qui sont derrière ces associations. Chacun sur son segment lutte pour précisément faire prévaloir les exigences humaines sur celles du libre commerce et de la libre circulation du capital. Et ça obtient des résultats. Je vous donne 2-3 exemples. Premier exemple sur la question de l'accès à la santé. Ce sont les associations qui étaient à Belém qui ont obtenu que les grands trusts pharmaceutiques baissent sensiblement les prix des médicaments, notamment pour les pays les plus pauvres et notamment pour les pays africains, et notamment dans la lutte contre le sida. Bon, ça a été une longue bataille. Sur la question de la défense de l'environnement, il en va de même. Bon, et les syndicats ont lancé une campagne mondiale sur ce qui s'appelle le travail décent. C'est un travail dont on peut vivre, avec des droits reconnus aux salariés. Et lorsque nous, au niveau du Parlement européen, nous votons une directive sur le commerce, eh bien désormais nous mettons des clauses conditionnelles. C'est-à-dire que une clause favorable dans le commerce bilatéral est conditionnée au respect, par exemple, des droits des travailleurs de négocier leur contrat de travail. Un dernier mot, Henri Weber, sur le climat social que connaît la France, et j'y inclus la Guadeloupe. Enfin, ça vous inspire quoi en traduction politique? Mais c'est un climat... on n'est pas loin de l'explosion généralisée des luttes.
Et si on veut éviter précisément qu'il y ait cette explosion générale, il faut être capable de traiter les problèmes, et en particulier le problème numéro 1, qui est le problème de l'emploi, et le problème numéro 2, qui est le problème du revenu, enfin des pouvoirs d'achat des salaires. Il y a un petit corollaire à la question, est-ce que c'est une tentation, la tentation du pire à gauche ? Je ne crois pas. Je crois que tout le monde a pris conscience de la gravité de la situation. Tout le monde a pris conscience qu'on est dans une crise qui n'est pas conjoncturelle, hein, qui ressemble plus à une crise en L qu'à une crise en V ou même en W, et qu'il faut que l'ensemble des forces vives travaillent à la surmonter. Mais ça implique la rupture avec le libéralisme économique et le retour de la puissance publique en force dans la vie économique et sociale. Avec Radio Classique.